Laurent Gouzen, donc moi j'ai un doctorat en IA et 15 ans de pratique dans le domaine, mais j'ai travaillé aussi 20 ans chez ST Microelectronics dans le semi-conducteur, donc les aspects industriels m'intéressent beaucoup aussi, y compris du hardware. J'ai avec moi Hubert Tardieu d'Atos, qui va nous parler, que c'est un grand spécialiste de l'informatique évidemment, et qui va beaucoup parler de la transformation numérique. Ludovic Dubost aussi, qui est également ingénieur et docteur, et qui va nous parler beaucoup de la gestion de la connaissance, qui travaille donc chez XWiki, hein, c'est son entreprise. Et vous connaissez évidemment tous Wikipédia, donc XWiki, c'est un outil de ce type-là qui est mis en place dans les entreprises. Grâce à XWiki, justement. Voilà. Alors, quand Jean-Romer m'a demandé de faire cette table ronde sur entreprise et transformation numérique, je me suis posé la question, mais au fait, il y a 40 ans, où est-ce qu'on était dans les entreprises? Et là, je me suis dit, mais c'est un désastre. En fait, il n'y avait pas d'informatique. Alors, il y avait à peine le téléphone. Il y avait pas de fax, assez curieusement, même si le fax a plus de 100 ans d'invention, en fait, il y en avait très très peu dans les entreprises, il y avait quelques milliers en fait seulement. C'était quand même un objet très rare. Le téléphone, c'était aussi assez rare. Évidemment, aucun téléphone mobile. Les ordinateurs, alors on travaille encore avec le Telex. Hein, pour ceux qui essayent, je ne sais plus comment ça marche, mais enfin, c'est des bandes de papier avec des petits trous dedans. L'informatique, alors c'était là encore l'époque des cartes perforées. Le micro-ordinateur existait à peine. Hein, les tout premiers Apple sont sortis dans ces eaux-là, mais on était loin de la diffusion du PC. En termes de logiciels, Word, pour les ordres de grandeur, c'est arrivé vers 1985. Les tableurs, c'est arrivé dans 1978 avec VisiCalc, mais ça s'est vraiment diffusé toujours avec Microsoft à partir des années 90 avec Excel. PowerPoint, c'est arrivé en 80, après les années 90. Outlook aussi après 90, etc., etc. Internet, même si ça commençait à exister avec le réseau ARPANET, il y a eu un ancêtre à Internet qui s'appelait ARPANET, géré par la Défense, mais c'est rentré dans les entreprises bien après les années 90. Donc, vous voyez, on était très, très... Enfin, finalement, ça arrivait très récemment, tout ça, toute cette informatique dans les entreprises. Donc, en 40 ans, il y a eu une transformation déjà numérique, qui était cette absorption de toutes ces nouvelles technologies, tant matérielles que logicielles, avec évidemment un besoin d'apprentissage énorme de la part des entreprises et des individus pour s'approprier ces technologies, savoir comment travailler eux à titre individuel, savoir comment travailler dans l'entreprise et savoir comment travailler à plusieurs entreprises en utilisant ces outils. Donc aujourd'hui, on a un monde qui est devenu extrêmement complexe. Et finalement, la question qu'on va se poser aujourd'hui, à laquelle on va essayer de répondre, c'est finalement comment poursuivre cette transformation numérique avec l'ensemble de tous les nouveaux outils qui sont arrivés, que ce soit l'Internet massif, les supercalculateurs, les bases de données, Amazon Web Services et autres outils. Je suis désolé de ne pas citer Atos, je ne connais pas les outils d'Atos. Voilà. Donc, premier point, Hubert, je pense que tu peux nous parler de... Justement, comment Atos, ou comment tu vois ça aujourd'hui? Bien, donc, pour présenter très rapidement Atos, nous sommes une société de services en informatique, on appelle ça maintenant une entreprise de services numériques, et nous devons être 6e ou 7e au niveau mondial, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 13 milliards d'euros et à peu près 125 000 personnes. Ce qui caractérise Atos, c'est que nous sommes bien sûr présents dans les métiers traditionnels du service, c'est-à-dire le conseil, l'intégration de systèmes et ce qu'on appelle l'outsourcing, donc tout ce qui est le traitement fait pour compte de tiers, mais que nous sommes aussi présents grâce au rachat de Bull, qui est quand même une des sociétés que nous fêtons aujourd'hui. Nous sommes très présents dans tout le marché du HPC. Donc le HPC, c'est tous les ordinateurs extrêmement puissants qui sont nécessaires pour faire de la simulation et de l'optimisation. Mais nous sommes aussi très présents dans tout le marché des paiements et des transactions pour le paiement, avec tout ce que ça représente en matière de gestion de la fraude et autres. Et enfin, pour terminer, je dirais que nous sommes très proches
d'une grande société européenne dans l'industrie qui s'appelle Siemens, qui est à la fois notre premier actionnaire et notre premier client, et avec lequel nous avons développé une plateforme de données industrielle qu'on appelle quelquefois aussi un système d'exploitation pour l'Internet des objets qui s'appelle MindSphere. Donc, pour répondre à ta question, pour nous, l'importance maintenant n'est plus de savoir si oui ou non on s'équipe d'un certain nombre d'équipements ou comment on va pouvoir faire de l'informatique, mais c'est d'aider nos clients à rentrer dans la transformation numérique et à rentrer dans une transformation numérique qui aura pour nous une configuration très différente dans le monde du B2B de ce qu'elle a été dans le monde du B2C. Alors, sans lancer le débat, mais je dirais que dans le monde du B2C, assez clairement, les GAFA et comme on le disait tout à l'heure, le BATX ont pris une avance assez considérable qui sera difficile de rattraper. En revanche, dans tout ce qui est le monde du B2B et le monde de l'industrie, où l'Europe est traditionnellement très forte, la manière dont le numérique va transformer la manière de produire, la manière de se soigner, la manière de construire des nouveaux objets grâce à ce qu'on appelle maintenant le jumeau numérique, c'est pour nous le grand enjeu de ce qui est en face de nous dans les 10 prochaines années. Donc toutes les fonctions, production, R&D, commerce, logistique, tout. Voilà, disons, pour résumer et en empruntant à nos amis allemands le concept qu'ils ont appelé Industrie 4.0, tout l'enjeu, c'est d'être capable de construire de manière cohérente à la fois donc avoir la production des objets ou des services, avoir leur exploitation et avoir la manière dont ceci influe sur le client. Eh bien, tout l'enjeu, c'est de construire ce que nous proposons d'appeler des plateformes de données industrielles dans lesquelles un certain nombre d'entreprises qui sont les unes dans la production, les autres dans l'exploitation et les troisièmes dans le service vont se partager leurs données de manière à, si je reprends les 3 objectifs de l'industrie 4.0, d'augmenter la flexibilité, donc c'est être capable de faire des lots de 1, comme on dit, de produire des voitures qui sont toutes différentes, tout en gardant l'efficacité de la production et surtout de réduire considérablement le time to market, le temps pour concevoir des nouveaux produits qui, inévitablement, que ce soit dans l'automobile ou dans bien d'autres domaines, devraient se rapprocher de ce qui se passe dans l'électronique, c'est-à-dire de passer des traditionnels 4 ans pour concevoir un nouveau modèle de voiture, peut-être pas à 6 mois, mais on a déjà divisé par 2 et encore beaucoup réduire. Merci. Alors, la difficulté, c'est que les personnels, je veux dire les hommes et les femmes, doivent évoluer pour comprendre tous ces nouveaux process, ces nouvelles organisations, ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies, etc. Est-ce que, bon, évidemment, c'est pas simple quand le PC, quand Dell, comme je vais prendre l'exemple de Dell parce que c'est pas que j'aime Dell spécialement, mais c'est un bon exemple en tout cas. Quand Dell a commencé à vendre ses ordinateurs au grand public, les gens savaient ce qu'était déjà un micro-ordinateur. Il a commencé en 1995, donc je dirais 15 ans après l'invention de l'ordinateur, enfin du micro, et donc il y avait une base installée en termes de connaissances qui était significative, donc les gens étaient autonomes pour finalement acheter leurs produits eux-mêmes et le faire fonctionner. Comment vous voyez ça, vous, auprès de vos entreprises, les grands clients? Je poserai la question à Ludovic sur les plus petits clients, mais justement sur cet apprentissage de cette complexité. Je dirais que bon, l'élément absolument nouveau dans ce que vous décrivez, c'est que nous sommes mieux équipés à titre privé que nous ne le sommes dans les entreprises. Et j'aurais tendance à dire, nous sommes habitués, par exemple, pour nos téléphones mobiles, à ce que, pour autant que la batterie soit chargée à plus de 50%, on soit capable d'amener une nouvelle version d'iOS, une nouvelle version d'Android. Ça se passe tout seul et ça se plante à peu près jamais. On n'en est absolument pas encore là
par exemple pour les PC dans les entreprises, qui reste quelque chose de très lourd, et on n'en est pas du tout non plus là dans l'industrie, c'est-à-dire dans tous les mécanismes qui sont utilisés dans les capteurs. Tout ça reste extraordinairement plus procédural et moins automatisé que ça l'est pour disons le cas des smartphones. Donc, le grand enjeu pour nous, et c'est sur quoi nous travaillons, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux être capable de prévoir comment nos centres de calcul, quand est-ce qu'ils vont tomber en panne et quel type de maintenance il faut leur faire, c'est-à-dire d'appliquer sur ces grands équipements informatiques tout ce qui est la maintenance prédictive, et de la même façon de l'appliquer sur les postes de travail. Mais donc, ceci, c'est en train de démarrer, et ça a été beaucoup poussé par les GAFA qui eux-mêmes ont lancé ce genre de réflexion depuis un moment. Ludovic, justement, alors c'est toi qui pratiques beaucoup les PME, puisque tu as 5000 clients dans le monde, si j'ai bien compris, ce qui fait quand même beaucoup. J'espère qu'il y a beaucoup de grands groupes, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de PME. Les bases de connaissances que tu développes, c'est fait pour modéliser quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans, en fait, finalement? Alors on peut y mettre un peu toute la connaissance avec laquelle on travaille au jour le jour, mais on peut aussi y mettre de la connaissance spécifique à un métier particulier afin d'être plus efficace dans son travail. Alors nos logiciels ne sont pas forcément énormément utilisés par les petites entreprises, elles sont plutôt même utilisées aussi par les plus grandes. En fait, en gros, les bases de connaissances et la gestion de la connaissance, elles s'avèrent efficaces à partir du moment où on a plus de personnes pour partager cette connaissance. Si on a peu de personnes à faire partager, ça va être moins efficace. Parce que finalement, la transmission orale ou d'individu à individu peut s'avérer plus efficace que de la transmission globale. Donc on est plutôt sur des types d'outils qui s'adressent aux problématiques de groupes un peu plus grands, on va dire 50, 100 personnes, voire plus, 1000, jusqu'à toute l'entreprise qui va se mettre à partager avec des systèmes de ce genre. Est-ce que l'expérience, par exemple, d'un sujet informatique, on a tous à côté de nous, les problèmes d'informatique, c'est les mêmes à peu près pour toutes les entreprises. Est-ce qu'il y a des partages de connaissances justement qui permettraient à des PME de dire moi je récupère du savoir sur ce sujet-là? Comment ça se passe? Alors voilà. Après, les PME, justement, elles peuvent accéder au partage de connaissances plutôt en mode communautaire, c'est-à-dire à l'extérieur de leur entreprise, en s'organisant sous forme de réseau. C'est-à-dire en partageant avec d'autres petites entreprises, comme l'individu peut le faire avec Wikipédia. Donc pour la PME, la connaissance est plutôt un enjeu assez important de l'extérieur vers l'intérieur et entre les entreprises entre elles qui vont s'organiser sous forme de réseau pour accéder à cette connaissance. Moi j'aimerais bien revenir un peu à la définition de transformation numérique, peut-être. Parce qu'en fait, j'ai pris, comme j'aime bien les wikis, j'ai pris Wikipédia. Et j'ai regardé transformation numérique et je lis adaptation des entreprises au phénomène de mutation dû à la technologie et à Internet. Et sur différentes parties. Technologique est une partie. Ensuite, métier. Finalement, les métiers peuvent changer dû à la transformation numérique. Et puis culturel. Alors là, on parlait plutôt des aspects culturels. Et alors sur l'aspect culturel, justement, en premier point, c'est un point effectivement où il y a beaucoup de travail. En fait, les outils qu'on a à disposition demandent aussi aux entreprises de revoir leur façon de fonctionner. Et ce qui n'est pas chose aisée. Et dans le même sens, d'ailleurs, les nouveaux outils peuvent s'adresser à des nouvelles organisations d'entreprises créées de zéro. Alors pour les PME, justement, la transformation numérique, c'est une opportunité. Une opportunité pour des sociétés en création, ou des petites sociétés qui vont grandir demain, de s'organiser directement, pas sur des schémas anciens, mais sur des schémas nouveaux,
qui vont permettre une meilleure utilisation de ces outils. Alors, qu'est-ce que permet justement, quelle est l'opportunité que permet la transformation numérique pour une petite société ? Alors moi, je suis une petite société, 40 employés. La première chose, c'est de se penser international dès le début. De ne pas se penser par site, par localisation, et de se penser distribué tout de suite. C'est-à-dire de ne pas penser son organisation d'entreprise comme X personnes dans un lieu physique ou dans un pays en s'adressant à un marché, un premier, mais de penser directement qu'on va s'adresser à tous les marchés internationaux quasiment sur un pied d'égalité, avec des employés directement dans plusieurs pays. Donc, on parle télétravail ou travail distribué. Nous, nos équipes de développement sont organisées pour travailler sur plusieurs pays en même temps, sur des processus en communauté, avec l'extérieur aussi, puisqu'on fait du logiciel open source. Ça veut dire qu'on collabore avec des personnes à l'extérieur aussi qui peuvent participer à nos développements. Donc, déjà, il y a une opportunité dans la transformation numérique pour une PME de repenser son organisation. Après, il y a les niveaux hiérarchiques. Hiérarchiquement, on voit que dans les 30 dernières années, le nombre de niveaux hiérarchiques ont tendance à se réduire. Et les entreprises à être plus plates. Ou voire jusqu'au phénomène d'entreprises libérées, où tout le monde est au même niveau et tout le monde peut agir sur l'avenir de l'entreprise. Donc il y a des changements, et donc les nouvelles entreprises ont ce challenge de pouvoir, ont cette opportunité de pouvoir s'adapter directement à ces nouveaux modes d'organisation qui seront plus adaptés avec des logiciels ou des outils plus récents et repensés. Pour les entreprises, les grandes entreprises existantes, le challenge, c'est de se transformer culturellement. Alors justement, sur cette transformation culturelle des entreprises existantes, il y a un travail qui est, de mon sens, énorme. Nous, on travaille avec des grandes entreprises en France, à l'étranger, et on voit dans la mise en place des wikis des différences fondamentales. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre un logiciel wiki dans une entreprise comme ça et penser qu'il va fonctionner directement. Et pourtant, il y a tout à fait des raisons qui fonctionnent. Nous, dans notre cas, notre wiki est utilisé par Amazon pour plus de 20 000 employés d'Amazon, tous les ingénieurs qui partagent toutes leurs informations sur ce modèle-là. Ils utilisent quasiment plus de documents Office pour partager leurs informations. Ils le font directement dans un outil qui est organisé sous forme de wiki. Et ça, on n'a pas vu cette échelle-là sur une entreprise traditionnelle française. Parce que culturellement, finalement, on va mettre l'outil et puis on va espérer qu'il fonctionne. Et puis en fait, on va se rendre compte que les gens ne sont pas du tout prêts. Ils ne sont pas prêts à abandonner leurs habitudes avec leurs outils informatiques ou qu'ils ont déjà pris beaucoup de temps à appréhender. Et ils ne sont pas prêts à abandonner la façon dont ils travaillent depuis 20 ans. Et le challenge culturel, là, il est extrêmement important pour arriver à faire évoluer l'entreprise, aussi bien organisationnellement que sur les outils qu'elle utilise. Il y a un point effectivement que tu mentionnes qui est extrêmement important, c'est que la connaissance puisqu'on parlait de la culture, la connaissance ne se transmet pas du tout à la même vitesse que l'information. Si je vous donne un bouquin, l'exemple c'est je vous donne un bouquin de mécanique quantique, vous recevez l'information, le codage, mais ça ne fait pas de vous un expert en mécanique quantique. Vous avez bien l'information, vous n'avez pas la connaissance. Et cette connaissance, autant l'information elle est instantanée, elle se transmet en quantité importante et instantanée, autant la connaissance, elle, ça prend du temps à absorber, il y a des limites intellectuelles, tout le monde ne peut pas apprendre tout sur tout, ni quantitativement ni qualitativement. On a des limites humaines, on a aussi la volonté d'apprendre, d'absorber la connaissance, qui est un facteur important aussi. Donc on joue pas dans la même dimension sur cet aspect culturel que sur les autres aspects d'information. Et donc il faut qu'on fasse très attention aussi quand on parle d'intelligence artificielle, à savoir si ce qu'on gère, c'est de l'information ou si c'est de la connaissance, parce qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose. Et calculer sur de l'information, c'est pas la même chose que calculer sur de la connaissance. Voilà. Alors et là justement, on a une révolution qui est quand même, alors elle n'est pas tout à fait récente parce que pour moi, elle a démarré le point, la charnière, pour moi, c'est la création de Dell. Alors je vais parler un petit peu de Dell parce que je suis assez admiratif de la chose, mais Dell,
vous savez, c'est le monsieur qui a dit on va commander des PC sur Internet. Alors déjà, et puis je vais vous le livrer à la maison. En fait, il y a eu 5 innovations majeures. Il y a 1, faire une interface pour un utilisateur lambda. 2, s'assurer que la personne puisse payer et que le paiement soit fiable, hein, qu'on a vraiment payé. Troisièmement, transmettre cet ordre pour automatiser tout le long de la fabrication le PC lui-même. 4, il faut aller le livrer. Il faut aller le livrer à l'utilisateur. Donc il y a un circuit logistique. Et là, l'innovation de Dell elle est fondamentale parce qu'avant, les fabricants d'ordinateurs livraient à des revendeurs qui eux-mêmes avaient des revendeurs. Il y avait toute une chaîne avant d'arriver au client final. Là, on arrive au client final en une seule fois. Donc en fait, la logistique de Dell, elle est révolutionnaire par rapport à tout ce que faisaient les fabricants à l'époque, sachant que c'est un objet volumineux. C'est pas des pommes de terre, c'est un truc qui est pondéreux, qui est volumineux, qui est fragile et qu'il faut livrer. Et là, 5e innovation, mondialisation, dont tu parlais tout à l'heure. Également, l'idée, c'est je crée la société pour vendre dans le monde entier. Et ça, c'était aussi un point critique. Ces 5 innovations, elles reposent en fait sur deux sujets qui sont deux plateforme, et je vais donner la parole à Hubert juste sur ce point de plateforme, mais il y avait deux plateformes. Il y avait la plateforme d'Internet qui fonctionnait déjà pour qu'on puisse faire transiter de l'information, des interfaces, etc. Et puis, une plateforme de paiement. Une plateforme de paiement pour avoir la confiance dans le paiement sécurisé entre l'entreprise Dell et ses clients. Donc, on avait une espèce de plateforme. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est apparaître ces plateformes, je dirais, à l'échelle mondiale et qui deviennent une infrastructure de base. Donc, Hubert, tu peux nous en parler un peu plus parce qu'évidemment, ces deux plateformes ont évidemment progressé de façon gigantesque. Oui, disons, ce mot plateforme est devenu un peu la panacée. Il est né dans le monde du B2C, il est né avec des gens comme Amazon, avec des gens comme Uber. Et ce qu'il caractérise a été défini de façon très remarquable par les économistes de l'école de Toulouse, et ça a valu à Jean Tirole son prix Nobel d'économie. Ces plateformes permettent de mettre en œuvre ce qu'il appelle des marchés bifaces. Et je crois que pour illustrer le marché biface, le mieux, c'est de dire que quand un paiement a lieu, on met en regard chacun d'entre nous qui a besoin de payer et un commerçant. Et ce qui caractérise les marchés bifaces, c'est que le propriétaire de la plateforme promet à celui qui a besoin de payer qu'il va trouver des commerçants qui pourront accepter sa carte, et il promet aux commerçants qui auront les terminaux points de vente qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir avec des cartes qui peuvent être lues sur son terminal. Et donc, à partir de cette plateforme telle qu'elle a été inventée pour le marché du B2C, qui met en regard deux faces, deux parties qui ont des intérêts différents, eh bien, on a vu naître cette notion de plateforme qui se caractérise par le fait qu'il faut une masse critique de gens qui possèdent la carte d'un côté, une masse critique de gens qui ont des commerçants qui ont le terminal point de vente qui permet de lire la carte, et qu'à partir du moment où on a les deux masses critiques sur chacun de ces deux volets, on devient extrêmement difficile à déplacer et on est le gagnant dans le marché qu'on a choisi. Ce que nous croyons, c'est qu'en fait, la transposition dans le monde du B2B n'est pas aussi simple qu'on a bien voulu le dire. C'est-à-dire, ce ne sera pas en copiant ce qui a été fait dans le monde du B2C qu'on réussira dans le monde du B2B. Dans le monde du B2B, ce qui est extraordinairement difficile, c'est la mise en commun de données industrielles par les acteurs de la chaîne. On citait tout à l'heure les gens qui font la production, les gens qui font l'exploitation et les gens qui sont en charge commercialement. Et l'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de la plateforme qui a été lancée par Airbus, qui s'appelle Skywise, et donc dans laquelle Airbus met à disposition de ses différents clients ces données de production sur les avions qu'ils construisent. Et typiquement, un des premiers clients de Skywise, ça a été EasyJet. Et à partir du moment où il y a eu un accord
entre Airbus et EasyJet pour que les données de production de l'avion, les données d'exploitation de vol et les données qui sont connues par EasyJet sur la réaction de ses clients à ses produits et à ses services, à partir du moment où une telle plateforme de données industrielles a permis de mettre en commun toutes ces données industrielles, on voit que les conditions nécessaires pour la réussite de ce que j'indiquais tout à l'heure, Industrie 4.0, plus grande flexibilité, plus grande efficience et réduction du time to market sont réunies pour que ceci réussisse. Et donc, il nous apparaît, et j'entendais tout à l'heure à la table ronde précédente dire que en Europe, on avait un vrai problème parce que on n'arrivait pas à mettre en commun ces données industrielles. Je crois que c'est bien l'enjeu des 4 ou 5 prochaines années. En tout cas, c'est celui sur lequel nous travaillons avec Siemens, avec la plateforme MindSphere, pour arriver à ce que un certain nombre d'acteurs d'un écosystème déterminé acceptent de mettre en commun leurs données pour tirer le meilleur parti possible de cette mise en commun. Voilà, c'est donc grosso modo ce que je peux dire sur ces plateformes de données industrielles qui se heurtent aujourd'hui à un énorme problème qui est celui du fait que toutes ces données industrielles sont capturées par des capteurs qui proviennent d'un certain nombre d'entreprises qui sont concurrentes, et il y a, de notre point de vue, un très gros effort à faire pour que on puisse faire en sorte que la sémantique des données capturées par des capteurs de marques différentes puisse être interprétée. Et les gisements de données seront liés à la capacité que nous aurons au niveau européen à nous organiser, non pas par une normalisation qui viendrait du haut, mais par des accords entre les acteurs d'un même écosystème pour que ces données puissent être partagées. C'est aujourd'hui l'enjeu sur lequel, par exemple, travaille beaucoup en Allemagne une association qui s'appelle Industrial Data Space Association, c'est-à-dire sous quel format et dans quelles conditions on peut mettre en commun ces données pour que leur format soit interopérable. Et c'est, je crois, et ça a été très bien expliqué dans le rapport de Cédric Villani, la seule manière que l'Europe pourra avoir de jouer un véritable rôle en matière d'intelligence artificielle dans l'industrie, parce que nous avons en Europe tout un tas de grandes industries, mais il nous appartient à nous et à nous seuls d'arriver à construire ces plateformes de données industrielles qui ne seront pas que techniques, mais qui seront résultantes de la volonté de mettre en commun ces données. Je pourrais faire une petite parenthèse sur une question sur la souveraineté. Justement, là, on a les acteurs américains. Il faut oublier que l'Europe et la France sont, malgré la présence d'Atos, sont pas quand même les principaux acteurs. Donc, si on met ces plateformes, quel niveau d'indépendance on a par rapport à cette création de données, les logiciels, etc. Alors, il y a des plans complètement différents. Enfin, ce que nous imaginons, c'est un écosystème dans lequel les acteurs qui ont envie de travailler ensemble se choisissent. Mais indépendamment de ça, vous avez parfaitement raison de poser la question des clouds et du fait que si des données sont partagées sur un cloud qui se trouve aux États-Unis, l'hypothèse que les données en question puissent être transmises à d'autres acteurs est très grande. C'est pour ça qu'avec Thierry Breton, nous avons soutenu très fortement ce qu'on appelle le code de bonne pratique du CISPE, qui est donc le regroupement des fournisseurs de services en matière de cloud, et qui insiste sur le fait que les données doivent être stockées et processées sur le sol européen de façon à ce que ce soit bien les tribunaux européens qui puissent s'assurer que les données sont convenablement utilisées. Il y a, comme vous le savez sûrement, un Cloud Act aux États-Unis qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fait que
il y a toute chance, si on n'y prend pas garde, que des données qui seraient stockées sur un cloud public américain ne restent pas complètement sous le contrôle des acteurs qui les ont stockées. Je sais bien que les fournisseurs disent que ceci n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas un problème technique, c'est un problème juridique. Il suffit que le département de la justice américaine demande à ce qu'on lui fournisse des données, y compris, et c'est le cas du procès qui a lieu en Irlande avec Microsoft, si ces données sont stockées en Europe, pour que les entreprises européennes se trouvent en véritable difficulté si c'est elles qui exploitent. Ludovic. Ouais, alors ouais, en fait, je pense qu'il y a deux aspects sur l'aspect plateforme. En fait, aujourd'hui, l'exemple qui a été montré avec Dell ou d'autres exemples de disruption montrent que, en fait, finalement, on est dans une situation où le digital, le numérique, rebat énormément les cartes. Et en fait, on a le sentiment que tout est possible. C'est-à-dire que tout est possible en termes de nouvelles organisations des marchés, des métiers. En fait, on peut, si on prend, il y a Uber qui arrive et qui finalement dit on va avoir des VTC qui vont se mettre à concurrencer les taxis avec un système de plateforme au milieu et avec un acteur qui prend une part énorme de la valeur sur le chemin. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit aussi qu'ils développent de la voiture automatique et peut-être qu'à un moment donné, ils vont dire bah, finalement, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus de VTC, il y a nous, Uber, ou peut-être et finalement, Google fait de la voiture automatique aussi, et puis Toyota s'y met. Et en fait, on ne sait plus si le constructeur de voitures demain va pas être un loueur de voitures, ou va rester un constructeur de voitures. Est-ce que finalement la chaîne, le métier va devenir intégré verticalement? Est-ce que c'est Uber qui va commander les voitures, voire les fabriquer lui-même un jour? Voilà, on sait plus qui va gagner à la fin. Tout devient possible. Et alors, et tout acteur, un acteur finalement qui est un pur acteur digital, peut devenir un acteur industriel. Et la part de l'informatique peut devenir clé. Dans l'exemple, si je prends l'exemple de la voiture, avec un des aspects du succès de Tesla est aussi l'intégration de l'informatique directement, et finalement personne n'en parlait. Et puis la première voiture un peu automatique en production, c'est quasiment la Tesla. Elle lâche pas complètement les rênes au conducteur, mais elle est en production, alors que les autres sont encore en R&D. Donc on ne sait plus bien comment ça peut se passer. Alors moi, ça me pose une question justement, qui est que finalement, ça peut s'appliquer à tous les métiers. Et donc les métiers qui n'ont pas encore été fortement chamboulés par ces aspects technologiques doivent forcément se préparer à l'être. Et se poser la question quels sont les acteurs qui peuvent devenir les leaders de demain si les choses se mettent à changer fortement. Mais ça amène justement, si finalement on peut se retrouver en concurrence avec le fournisseur qu'on utilise pour mettre en place sa plateforme digitale, est-ce qu'on n'est pas en train de s'allier avec son futur concurrent? Donc il y a tout un tas de phénomènes de coopétition extrêmement compliqués. Et là, sur l'aspect souveraineté, sans anticiper sur la table ronde d'après sur ce sujet-là, effectivement, il y a un problème. Moi, je vois un problème énorme, c'est qu'on a abandonné quasiment 2 pans du marché aux acteurs de la Silicon Valley, qui sont les infrastructures cloud, qui sont massivement dominées par les acteurs de la Silicon Valley, où on voit que même une société qui fait des choses superbes, qui est OVH, a du mal à répondre parce qu'il lui manque tout un pan logiciel. Si elle a le pan d'infrastructure, les data centers, etc., elle n'a pas du tout le même pan logiciel qu'un Google ou qu'un Amazon Web Service. Et finalement, on voit que les moyens qu'elle a pour se battre sont extrêmement faibles, et on n'a pas l'air de voir des ralliements pour venir appuyer les actions de ces acteurs concurrents des acteurs américains pour venir rattraper le retard. Et finalement, c'est valable aussi sur le logiciel, où on a laissé tous les logiciels collaboratifs des entreprises dominés par Microsoft, Google et d'autres acteurs. Et finalement, tout ce qu'on va construire au-dessus de ces pans de logiciels, en fait, c'est la base des logiciels avec lesquels on va construire toutes ces transformations. En fait,
on va les construire au-dessus de plateformes américaines, leur donnant directement l'information de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que finalement, si on met chez Amazon Web Services les futures plateformes qui vont disrupter le marché X, quel que soit le marché, eh ben, ils vont savoir tout de suite que c'est en train de marcher. Et ils vont se dire, bah tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'intéresse à ce marché-là? Finalement, c'est superbe, il y a une disruption qui est en train de se faire. Est-ce que, d'abord, on ne va pas acheter les acteurs qui sont en train de se développer sur ces plateformes? Donc, ils sont aux premières loges pour tout savoir. Et en plus, ils ont les datas. Je peux témoigner que je sais qu'ayant vécu de l'industrie, en fait, les fournisseurs de machines qui surveillent les machines qui fonctionnent dans le monde entier ont donc la capacité de suivre en temps réel les parts de marché de tous les acteurs d'un marché, donc, et en temps réel. Donc ils savent à l'avance, en fait, ils connaissent à l'avance, 3 mois à l'avance, les profits de l'entreprise parce qu'ils savent combien et comment les usines ont tourné. Ça, je peux rajouter un troisième pan à l'infrastructure et aux logiciels d'entreprise qui sont utilisés, la publicité en ligne. Aujourd'hui, un des acteurs les plus dominants de la publicité en ligne, c'est Facebook, et toute la publicité B2B se retrouve sur Facebook, alors que c'est censé être un acteur B2C. Et en fait, finalement, ils voient aussi tout passer, ce qui fonctionne et ce qui est en train de se développer. Alors, juste, je vous passe la main. Un point que je veux insister, parce que ça fait partie de mon métier. Aujourd'hui, il faut pas laisser tomber ce pan de l'informatique. Et aujourd'hui, moi, ça fait 14 ans que je suis à la tête d'une entreprise qui fait du logiciel libre et de l'open source. Et je pense que l'Europe, dans cet état de domination, face à l'état de domination des acteurs américains, doit, travailler au niveau européen et faire en sorte que ces entreprises s'allient. Et quelque part, le logiciel libre est la seule solution pour que des entreprises s'allient. C'est-à-dire partager des solutions technologiques équivalentes aux solutions disponibles par les Américains pour qu'elles puissent être commercialisées par des OVH ou tout autre acteur d'hébergement ou de services logiciels en Europe. Alors, libre ne veut pas dire gratuit. C'est une forme de public. Atos, là, quelle relation entre Atos et le logiciel libre, justement? Peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais compléter ce qui vient d'être dit par Ludovic. Je ne suis pas du tout certain aujourd'hui que, s'agissant de la voiture autonome, la messe soit dite. Et si Tesla a pris certaines avances à certains moments, on ne peut pas dire que les derniers mois soient tout à fait en leur faveur. Je voudrais montrer simplement, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les plateformes de données industrielles, un exemple qui est absolument essentiel dans l'avènement de la voiture autonome. Vous savez probablement que Nokia a vendu il y a à peu près 2 ou 3 ans sa filiale qui s'appelait Ear à 3 constructeurs allemands qui s'appellent Audi, qui s'appelle BMW, qui s'appelle Daimler, de façon à tout ce qui est cartographique puissent être traités indépendamment des GAFA. Donc, ces 3 constructeurs ont à leur disposition accès à ça. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au début de l'année 2018, ces 3 constructeurs auxquels s'était joint Intel ont décidé que toutes les données qu'ils collecteraient dans leur voiture, ils ne les garderaient pas chacun pour eux, mais ils les mettraient dans un ensemble commun de données qui servirait à tous les autres. Et quand on sait quel est l'enjeu de la voiture autonome pour passer du niveau 3 au niveau 4, puis ensuite du niveau 4 au niveau 5, c'est évidemment d'avoir à disposition des films de l'ensemble des conditions routières par tous les temps et par toutes les saisons, et que par conséquent ces 3 constructeurs auxquels s'est joint récemment Intel se sont mis en situation qu'on soit capable d'avoir accès à ces données de façon partagée, ce qui permettra ou permettrait, s'ils réussissent, c'est ce que j'espère, à ce qu'on arrive assez vite à un niveau 4 et peut-être à un niveau 5. Derrière tout ça, il y a à nouveau ce problème du partage des données industrielles qui conditionne, de notre point de vue, beaucoup plus que l'accès aux algorithmes. Alors, c'est là où j'en viens au point que tu me posais, qui est celui du logiciel libre. Il est absolument frappant que dans les enjeux que nous avons en face de nous, eh bien,
on est d'un côté en logiciel libre TensorFlow pour faire de l'intelligence artificielle et du deep learning, qu'on ait de plus en plus accès à des ordinateurs extrêmement puissants venant de NVIDIA ou venant du HPC, et que tout se termine par le fait que seuls ceux qui ont accès aux données industrielles pourront entraîner leur modèle et pourront permettre donc de gagner en capacité d'automatiser leurs décisions. Donc, nous sommes absolument d'avis que dans cette discussion qui a eu lieu en matière de logiciels libres, qui a eu lieu aussi en matière d'open data, il faut être extraordinairement prudent, sauf dans des cas très particuliers que l'administration pourrait décider que l'open data, c'est une manière de tuer le business. En revanche, nous sommes absolument en faveur de la généralisation des API ouverts toutes les fois que c'est possible, et nous avons salué avec grand intérêt la mise en œuvre au début de cette année de la nouvelle réglementation DSP2 en France, qui a fait obligation à toute institution financière qui tenait des comptes bancaires d'ouvrir des API qui permettent à des autres institutions financières, y compris concurrentes, d'aller d'aller prendre les informations pour autant que le titulaire du compte en soit d'accord. Cette manière de faire des Open API, de notre point de vue, doit se généraliser. Je ne dis pas que c'est la seule réponse, mais c'est en tout cas celle qui permettra le plus vite possible de généraliser le partage des données, qui nous paraît au moins aussi important que le partage du logiciel, qui semble-t-il, avec le rachat récent par IBM de Red Hat pour, je crois, 34 milliards de dollars, est à peu près maintenant rentré dans les mœurs et plus personne ne discute de son intérêt. En revanche, la mise en commun des données, en particulier industrielles, est pour nous l'enjeu qui conditionnera la place de l'Europe dans le futur en matière d'intelligence artificielle. J'ai juste une toute petite parenthèse sur le véhicule autonome. Si vous voulez savoir où on en est, en fait, vous suivez les statistiques qui sont données à l'État de Californie, parce que les expérimentateurs de véhicules intelligents en Californie ont l'obligation de déclarer le nombre de kilomètres faits par leur véhicule avec le nombre d'interventions manuelles qui sont faites. Et quand vous faites le ratio, donc nombre de kilomètres divisé par le nombre d'interventions, alors juste pour donner un ordre de grandeur, on fait 13 000 kilomètres par an en France, hein, voilà, donc la question c'est combien de fois il va falloir lâcher la main. Donc aujourd'hui, Google avec ses voitures Waymo est de l'ordre à 50 000 kilomètres, voilà. Il faut savoir que le numéro 2 dépasse à peine les 1000 kilomètres, et certains comme Uber ont du mal à passer les 100 kilomètres, hein, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc vous pouvez les suivre en temps réel, ces progrès, voilà. Je vais répondre un peu à ça, parce que je trouve l'exemple de HERE et des données cartographiques de Nokia très intéressant. Les constructeurs allemands ont vu tout à fait l'enjeu, et la filiale en question allait péricliter, ils l'ont récupérée. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que finalement des acteurs allemands se sont mis ensemble entre eux. Où sont les autres Européens? On ne sait pas. Ils sont pas là, ils se sont mis entre eux et ils ont pris cette data et ils ont décidé de la partager entre eux. Et donc ils se font de l'open data entre eux. À côté de ça, on a une solution de cartographie libre qui s'appelle OpenStreetMap, qui a extrêmement peu de moyens, mais Apple s'était branché dessus et a contribué des datas dessus, a extrêmement peu de moyens, mais la vraie chose qui permettait d'ouvrir le marché et de rendre l'Europe quelque part plus libre et plus compétitive, ça aurait été de prendre les données de Nokia HERE et de les amener à OpenStreetMap et d'amener tous les autres constructeurs européens et pas uniquement les Allemands, et de partager l'investissement. Et de partager l'investissement nécessaire à maintenir une base open de cartographie concurrente de celle de Google, qui maintenant a monté les prix pour utiliser toutes ces données cartographiques. Donc si on veut des logiciels disponibles pour l'industrie européenne, si on veut des données libres et disponibles pour l'industrie européenne, ça ne va pas se passer pays par pays. Ça ne va pas être en se faisant la guerre entre les constructeurs français et allemands ou les entreprises françaises et allemandes, mais ça sera en s'alliant entre les entreprises françaises et allemandes sur des données réellement partagées sur l'ensemble du territoire européen face à ces mastodontes américains.
Et ça me paraît clé. Et pour le moment, malheureusement, moi, ce que je vois, c'est que chacun tire la couverture à soi et finalement essaye de garder sa position. Et dans tout ça, en final, il risque de tout se perdre. Les vieux réflexes européens, on la vie dure. Il faut parler un peu économie quand même aussi. Il faut se rappeler que la valorisation boursière des Apple, Amazon et compagnie est très au-dessus de celle d'une boîte comme Renault ou PSA. En fait, avec de l'argent de poche, ils peuvent s'acheter une part majoritaire dans ces zones. Donc en fait, la construction, c'est pas de construire une bagnole, c'est savoir quel logiciel on met dedans et quels services sont fournis. En fait, ils ont les moyens. Comme ils ont acheté Red Hat pour 34 milliards de dollars, ils ont le machin d'acheter Peugeot ou Renault juste parce que comme ça leur plaît, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. On a un problème très spécifique à l'Europe, c'est que comme on n'a pas du tout le même business model qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que nous payons nos retraites sur la part des salaires. Ce qui fait que l'entreprise qui crée une forme de valeur ajoutée, une fois qu'elle a payé les salaires, doit payer la retraite et ce qui reste, c'est le bénéfice. Et la capitalisation boursière, c'est un multiple de ce bénéfice. Aux États-Unis, les gens possèdent des entreprises puisqu'en fait, avec leur salaire, ils achètent des parts dans des fonds. Et ce sont les fonds qui possèdent les entreprises et qui se rétribuent sur l'ensemble du bénéfice. Donc en fait, les retraites ne sont pas payées avant, mais après, puisque les bénéfices sont redistribués aux retraités. Et donc, du coup, les entreprises ont structurellement une part de bénéfices qui est bien plus élevée en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, la valorisation boursière des entreprises américaines est structurellement 5-6 fois plus élevée, parce que la part de bénéfices 5 à 6 fois structurellement plus élevée. Donc ça donne des moyens colossaux à ces entreprises pour échanger des parts et racheter les entreprises européennes et notamment françaises. Donc ça, il faut être bien conscient de ça. Cette faiblesse, elle se transverse toute notre industrie, et c'est pour ça qu'on a vu des désastres comme le rachat de la CGR par General Electric il y a quelques années. Mais il faut savoir que nos entreprises européennes sont de fait fragilisées aussi par ce manque de financement, parce que cette part de bénéfice va servir, elle est ajustable. Les actionnaires, qui sont les retraités, peuvent choisir de dire non, en fait, on ne prend pas tout notre argent plus tard, on va utiliser cet argent pour investir et faire grossir l'entreprise encore plus. Ce qu'on ne peut pas du tout faire en France, puisqu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. Et c'est ce que font, en fait, beaucoup d'entreprises, comme dans les GAFA, où les bénéfices ne sont pas distribués, ce qui donne des moyens colossaux à ces entreprises pour acheter des entreprises, et notamment toutes les sociétés qui innovent. Bien. Oui, non, moi, je ne sais pas, je pense qu'on devrait arriver à peu près au terme de notre table ronde. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il est avéré aujourd'hui que dans les 5 à 10 prochaines années, toutes les entreprises du monde industriel, du monde de la santé, du monde de l'énergie vont devoir se transformer numériquement, et que celles qui ne le feront pas risqueront d'avoir beaucoup de conséquences dans leur survie. Mais pour rajouter à ce que tu disais, ce qui me frappe énormément, c'est qu'aujourd'hui, les analystes financiers sanctionnent lourdement les entreprises qui ne vont pas vers le numérique. Je pense aux entreprises de grande distribution comme Carrefour ou la Fnac. Et toutes les fois qu'un analyste a l'impression que ces grandes entreprises ne s'engagent pas vraiment de façon volontaire dans une transformation numérique, alors leur action est absolument massacrée. Donc il y a un entraînement, une espèce de prophétie autoréalisatrice qui est en train de se mettre en œuvre, qui me fait penser que il faudra qu'en Europe, nous trouvions notre façon de faire la transformation numérique, qui sera très différente de celle qui se passe aux États-Unis, très différente de celle qui se passe en Chine. La principale différence sera au niveau de la vie privée des données et du RGPD. Et cette façon de faire, c'est à nous à l'inventer, et c'est pas à nous à l'importer de la Chine, où ça se passe pas forcément comme on souhaiterait, ou des États-Unis, qui commencent à se poser des très sérieuses questions sur l'utilisation des données. Ok. Je vous remercie parce qu'on a épuisé notre temps de parole. Merci bien, merci.